Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous raconter 3 histoires qui seraient en lien avec des fantômes. Ce sont des histoires peut-être vraies, peut-être fausses. Ça, je pourrais pas vous assurer vraiment de leur véracité. En tout cas sur le site sur lequel je les ai trouvées, on ne nous dit pas précisément ça c'est vrai, ça c'est faux. On va pouvoir s'en faire notre propre avis. Certaines sembleront peut-être plus réalistes que d'autres. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ce sont des histoires qui devraient nous rester un petit peu en tête et nous faire peut-être douter de la présence d'esprits paranormaux autour de nous. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger au coin du feu et voir ensemble ces histoires de fantômes. La première histoire est une histoire que je vais vous raconter à la première personne, concernant quelqu'un du nom de Harry. Il y a plusieurs choses qui m'effraient. La chaleur, les jours ensoleillés, les ombres et le nom Harry. Ma fille Christine avait 5 ans quand elle jouait dans le jardin de la maison. C'était un jour ensoleillé, il faisait chaud, et elle se trouvait toute seule. À un moment donné, je l'ai entendue parler à quelqu'un. Je suis allé à l'extérieur pour voir à qui elle parlait, mais je n'ai vu personne. J'étais assez confus. J'ai donc demandé à ma fille à qui elle parlait. Et elle m'a répondu qu'elle parlait à Harry. J'ai donc demandé, mais Harry, qui est Harry? Et elle a répondu, c'est juste Harry. Ce soir-là, ma femme est rentrée du travail, je lui ai dit ce que ma fille avait dit, et elle m'a répondu que ça devait être quelque chose de normal pour un enfant, une sorte d'ami imaginaire. J'ai essayé d'écarter tout cela de mon esprit, mais quelque chose concernant ce nom, Harry, me donnait des frissons. Le lendemain, Christine jouait encore dans le jardin, toute seule, pendant que moi je me trouvais dans la cuisine. Encore une fois, je l'ai entendu parler à quelqu'un. J'ai regardé au travers de la fenêtre qui donnait directement sur le jardin, et j'ai vu une ombre sur l'herbe, une ombre qui ressemblait à l'ombre d'une personne, mais bon, je me disais que c'était peut-être mes yeux qui me jouaient des tours. Et j'ai tapé à la fenêtre et j'ai dit à Christine de venir pour dîner. Juste avant de rentrer, elle a dit « Est-ce que Harry peut venir également ?» Et j'ai répondu « Non, il reste à l'extérieur. » Et elle a répondu « Mais il est affamé. » J'ai demandé une nouvelle fois à ma fille qui était ce fameux Harry. Elle m'a répondu « C'est mon frère. » Christine n'avait aucun frère, c'est ce que je lui ai dit. Et Christine, sans doute, disait « Si j'ai un frère, c'est Harry. » Je lui ai demandé mais qui avait pu lui dire quelque chose de la sorte, et elle m'a répondu que c'était Harry lui-même qui avait révélé cette information. Tous les jours suivants, ma fille restait dans le jardin, à jouer seule et à parler à ce fameux Harry. Au bout d'un moment, ça a commencé à me perturber, je l'ai donc emmené voir un psychiatre, et le psychiatre m'a dit, peut-être en essayant de me rassurer, que tous les enfants à l'âge de Christine ont besoin d'avoir des amis. Si jamais ils n'arrivent pas à en avoir dans la vie réelle, ils en inventent. C'est une phase normale de l'enfance, et dès qu'elle commencera à l'école, ça partira. Elle oubliera totalement qu'elle a pu avoir des amis imaginaires. Certes, ce rendez-vous m'avait rassuré, mais d'autre côté, il n'avait pas réussi à dissiper totalement ma nervosité. Quelques jours après, Christine a commencé l'école. Je l'ai emmenée le premier jour, je l'ai embrassée sur le front, je l'ai regardée aller vers la porte de l'école et rentrer dans le bâtiment. Il y avait quelque chose que je devais faire pendant qu'elle était à l'école. J'ai donc pris ma voiture et je suis parti vers un bâtiment, dans la ville, un bâtiment gris, où je n'avais pas mis les pieds depuis 4 ans. Ce bâtiment, c'était l'orphelinat où ma femme et moi avions adopté Christine. Celle qui tenait l'orphelinat m'a invité à rentrer dans le bâtiment et je lui ai dit que j'avais besoin d'en savoir plus sur l'histoire de Christine. Qui étaient ses parents? Où étaient-ils maintenant? Sont-ils décédés et si oui, comment le sont-ils? Mais la femme n'a pas voulu me révéler ces informations. Elle m'a dit « Nous sommes désolés, ce sont des informations privées que nous ne pouvons pas divulguer. » Déçu et frustré, je l'ai imploré de me donner ces informations. Presque à genoux, en la suppliant, elle a finalement accepté de me révéler le passé de ma fille. Elle m'a dit que ça devait rester strictement entre elle et moi, et que, du coup, Christine était née dans une famille très pauvre. Ses parents ne voulaient pas d'elle, ils étaient addicts aux drogues, et ils avaient tendance à négliger leurs enfants. La maison dans laquelle ils vivaient était sale, vraiment très peu entretenue, et un soir, le père et la mère sont rentrés dans une dispute terrible. Le père a attrapé un couteau, et il a poignardé sa femme à mort. Il l'a ensuite décapitée, et après avoir fini sa macabre besogne, il a commencé à s'attaquer aux enfants. J'étais terrorisé par cette histoire. Mais la femme a continué. Elle a dit que la police est ensuite arrivée sur les lieux, qu'ils ont trouvé Christine dans le jardin, recroquevillée dans les bras de son frère. Elle ne bougeait pas, et son frère non plus, car lui, il était mort. Il avait été poignardé mortellement, et il s'était vidé de son sang. Il avait essayé dans son dernier souffle d'attraper Christine pour la mettre en sécurité, dans le jardin, et la police, après avoir vu ce spectacle, est rentrée dans la maison, et ils ont vu le corps de la mère et du père qui s'était donné la mort. Là, l'histoire commençait à prendre sens dans ma tête. J'ai donc demandé à la tenante de l'orphelinat quel était le nom du frère de Christine. Elle m'a répondu, son nom, c'était Harry. Rapidement, j'ai quitté l'orphelinat. Je ne me suis pas rendu vers ma voiture, j'ai commencé à marcher aléatoirement dans les rues de la ville sans savoir où j'allais, totalement choqué
J'ai réussi à attraper un bus pour me rendre à l'école de ma fille. J'ai traversé dans les allées de l'école, je suis rentré dans sa classe où le professeur était en train de ranger des livres, mais tous les enfants étaient déjà partis. Je lui ai dit je suis navré, je suis en retard, où est Christine? Le professeur m'a répondu, elle est déjà partie. Les larmes commençaient à couler sur mon visage, j'ai dit partie, et le professeur m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Oui, son frère est venu la récupérer. Mon cœur commençait à battre très rapidement. Sans un mot de plus, je me suis précipité à l'extérieur de l'école, j'ai commencé à crier le nom de ma fille, j'ai commencé à courir dans les rues pour la retrouver, mais malheureusement je n'ai pas réussi à la retrouver. J'ai passé les 2 semaines qui ont suivi dans mon lit, j'avais prévenu la police que ma fille avait disparu, elle a été recherchée, mais ils n'ont jamais trouvé la moindre trace d'elle. Une photo d'elle avait été diffusée à la télévision, dans les journaux, tout le monde dans la ville la recherchait, mais personne ne la trouvait. C'est comme si elle s'était littéralement volatilisée dans l'air. Au bout d'un certain moment, les gens ont commencé à oublier, à arrêter de la chercher, à arrêter de prêter attention s'ils voyaient une jeune fille qui lui ressemblait. Et l'affaire de Christine est devenue une affaire non résolue. Les années ont passé depuis, mais la douleur est toujours aussi présente dans mon cœur. Et c'est depuis ce jour que des choses ordinaires m'effraient maintenant. La chaleur, des journées ensoleillées, des ombres sur la pelouse, et le nom Harry. On en a fini pour cette histoire. Histoire très intéressante je trouve. Beaucoup de tension dans cette histoire. On pourrait avoir affaire en soi à simplement un enlèvement d'enfant. Après, la personne qui raconte l'histoire, elle, pense plutôt à un enlèvement qui aurait une tournure paranormale. Pourquoi le fantôme du fameux Harry aurait enlevé Christine? Peut-être pour la mettre dans un lieu qu'il considère un lieu où règne la sécurité. Ça c'est un mystère. En tout cas dans l'histoire on n'a pas l'impression que le Harry est doté de mauvaises intentions. C'est possible que on se trompe, c'est possible qu'elle ait été suivie depuis un moment, que quelqu'un ait fait des recherches sur elle et ait découvert son histoire et que quelqu'un se fasse passer pour son frère et qui ait eu accès à elle et qui ait pu l'enlever. Ça, c'est un mystère. Le truc, on va dire, un peu chaud, c'est le professeur a laissé la jeune Christine partir avec quelqu'un. Alors que, je sais pas, pour moi, il faudrait peut-être être un peu plus prudent sur ce genre de choses. Tu te pointes dans une école et tu dis je suis le frère, ça passe. J'ai du mal un peu à croire à ça. Après, c'est que mon avis, peut-être que ça fonctionne, hein, j'en sais rien. Si ça fonctionne, c'est quand même relativement chaud. Allez, on passe à l'histoire suivante. On va maintenant parler d'une histoire qui concernerait le Japon. Il y avait un homme japonais qui commençait à être fatigué de son épouse. Quand le couple venait de se marier, c'était l'amour fou. Il trouvait que son épouse était la femme la plus magnifique qu'il n'avait jamais vue, avec des cheveux noirs, longs et une peau soyeuse. Néanmoins, au fur et à mesure des années, le corps vieillit. Donc, sa beauté a commencé à se faner et elle a pris beaucoup de poids. La peau de l'épouse n'était plus aussi soyeuse. Et au bout d'un certain temps, l'homme a commencé à ne plus être attiré par son épouse. Il a donc décidé de la quitter. Il a dit à sa femme qu'il voulait divorcer, et rapidement il a quitté la maison. Il a loué un appartement en ville, il passait son temps à visiter des clubs, des bars, tout ça pour trouver une nouvelle romance à se mettre sous la dent. Ça n'a pas mis bien longtemps pour qu'il trouve une femme magnifique, une jeune femme de 18 ans, grande, fine, avec de longs cheveux blonds. Le feeling est très bien passé, ils ont commencé à sortir ensemble et rapidement l'homme a demandé à la jeune femme de l'épouser. La jeune femme a accepté et ils se sont mariés. Néanmoins, dès que la bague a été passée au doigt de la jeune femme, son comportement a radicalement changé. Avant, elle était très gentille, attentionnée, polie, et après le mariage, elle était insultante, impolie, méchante et très vaniteuse. Elle passait son temps à se regarder devant le miroir, à se mettre des crèmes, à se maquiller, à se contempler. Elle était très cupide également, ce qui fait que l'homme dépensait tout son argent pour elle. Elle l'a forcé à acheter de nouveaux vêtements, des bijoux, une voiture, plein de choses qui coûtaient affreusement cher. Un jour, l'homme est rentré chez lui et il a jeté un regard sur sa femme. C'est là qu'il s'est rendu compte que tout le maquillage, les crèmes qui étaient utilisées, les beaux vêtements, tout ce qui était superficiel en fait servait à cacher la personnalité hideuse de la jeune femme. S'il pouvait faire un vœu à ce moment-là, il aurait souhaité de ne jamais se marier avec elle. Les années ont passé et l'homme pensait à son ancienne femme. Il se disait qu'elle avait dû bien vieillir, prendre beaucoup de poids, mais qu'au moins elle, c'était une personne gentille et attentionnée. Un soir seul, il a commencé à pleurer en se rappelant de sa voix, qui était douce, de son joli sourire et de sa patience éternelle. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il regrettait d'avoir divorcé de cette femme-là. Le temps a continué un peu à passer, il se rendait compte que, bien qu'il n'était plus avec sa première femme, les sentiments, eux, étaient toujours tournés vers elle. Et ces sentiments-là étaient beaucoup plus forts que ceux qu'il avait pour sa nouvelle femme. Il a compris qu'il avait rejeté la femme qu'il aimait sincèrement, pour une femme qui ne l'aimait pas. Parfois, dans ses rêves, il revoyait son ancienne femme, qui était assise, seule, dans sa chambre, avec ses cheveux noirs qui couvraient son visage.
La nuit, quand il était pensif, il se demandait comment elle allait, comment elle vivait, ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle serait d'accord pour se remettre avec lui. Tout ça, ça l'empêchait de dormir. Une nuit, après une dispute entre lui et sa nouvelle femme, l'homme s'est dit qu'il en avait assez enduré. Il ne pouvait plus supporter sa femme. Il a donc pris sa voiture, il a quitté la ville pour se rendre là où vivait son ancienne femme. Quand il est arrivé devant la maison, il était déjà très tard. La maison semblait déserte, les fenêtres semblaient brisées, des tuiles manquaient sur le toit, comme si la maison avait été inoccupée pendant des années. L'homme a frappé à la porte d'entrée, mais personne ne lui a ouvert. Il a tourné la poignée, et là, surprise, la porte n'était pas verrouillée. L'homme s'aventure dans la maison, et il se rend compte que la maison est vide. Vide et silencieuse, mis à part le bruit du vent, qui se faufilait au travers des fissures qu'il y avait sur les fenêtres. L'homme est monté à l'étage, il a ouvert la porte de la chambre, et là il a vu sa femme, son ex-femme, assise sur le lit. L'homme, heureux, s'est précipité vers elle, il a embrassé ses mains, ses bras, et a commencé à pleurer. Au travers de ses larmes, il lui a dit à quel point elle lui avait manqué, et il l'a supplié de lui pardonner pour ces années, pour l'avoir quitté. Le visage de la femme était recouvert de ses longs cheveux noirs, mais elle a commencé à parler, et avec une voix douce, elle a dit « Je suis heureuse que tu sois revenu à moi, même si ce n'est que pour un moment. » L'homme surpris dit « Pour un moment ? Non, je suis revenu définitivement. On peut maintenant passer le reste de nos jours ensemble. » L'homme passe sa main sur le visage de son ex-femme pour l'embrasser, mais une fois qu'il a retiré les cheveux du visage de son ex-femme, il crie d'horreur. Le visage de la femme était squelettique, sale, les bras qui étaient tenus par l'homme étaient très fins, c'était quasiment des os qui étaient visibles, et l'homme, dans un élan de panique, s'écarte de la femme et rejette ses bras. Dans la pénombre, il a toujours les yeux fixés sur ce qui reste encore de son ex-femme, et là il peut la contempler entièrement. Elle n'est que l'ombre d'elle-même, comme si à partir du moment où l'homme était parti, elle avait arrêté de vivre. L'homme, paniqué, descend, fuit la pièce, descend au rez-de-chaussée et se précipite dans la rue. Une fois dans la rue, il trouve un habitant du quartier et il demande à cette personne qui vit dans la maison parce que pour lui, ce n'est pas son ex-femme. La personne qui réside dans le quartier dit « Il n'y a personne qui vit dans cette maison. Il y a des années, elle appartenait à une femme qui s'est fait quitter par son mari et elle était tellement attristée qu'elle s'est donné la mort. » C'est là que cette histoire se termine. C'est une histoire triste, ça c'est sûr. C'est une histoire que j'ai bien aimée, parce que le récit, je trouve, il est bien structuré. Les éléments qui sont présentés dedans sont intéressants. Après, pourquoi il a vu le fantôme de son ex-femme? Est-ce que ça voudrait dire que l'âme, entre guillemets, de son ex-femme est piégée dans la maison d'une certaine manière? Ça c'est possible, je pense. Est-ce que, sinon, le fantôme de l'ex-femme est en train de hanter l'homme qui vit l'histoire, et que c'est pour ça qu'il pense sans arrêt à elle, c'est pour ça qu'il la voit dans ses rêves, en gros elle est constamment dans ses pensées, je sais pas. C'est une belle histoire, je trouve que c'est une belle histoire à raconter, à vivre, je pense nettement moins. Allez, on passe à la dernière histoire. Cette dernière histoire, on va la voir à la première personne. J'ai toujours détesté les événements de famille, et celui que j'ai détesté le plus, c'était mon anniversaire. C'était toujours la même chose, tout le monde joue toujours son rôle à la perfection, c'est toujours pareil, d'une année après l'autre. Ma mère, elle, reste en cuisine pour préparer le repas, accueillir les invités, avec un faux sourire accroché à son visage. Mon père, lui, boit toujours trop, rigole fort, et frappe dans le dos des gens assez fort également. Ma grand-mère, elle, m'embrasse sur mes deux joues, et ça me dégoûte à chaque fois. Mon oncle, lui, me bombarde de questions, me demande si j'ai un petit ami ou pas encore. Ma tante, elle, me parle de ma cousine qui est si parfaite, elle me raconte à chaque fois toutes ses réussites, et elle ne se prive pas de me comparer à elle en disant que ma cousine est bien mieux que moi. Mes petits cousins, eux, courent toujours dans toute la maison, à faire du bruit sur le parquet, à sauter dans les escaliers, sauter par-dessus les tables, par-dessus les meubles, mettre tout en bazar. Absolument rien dans la maison n'est pas touché par leurs mains sales. Ils vont et viennent comme des rats. Je ne peux pas croire que je suis lié à ces gens. Mais bon, je dois retenir ma langue. Je ne veux pas qu'ils me ressentent plus que ce qu'ils ne ressentent déjà. La table est bien préparée comme d'habitude, avec des sandwichs, des chips. Il y a des bouteilles de vin qui sont alignées les unes à côté des autres. Tout le monde se raconte des histoires à propos du bon vieux temps. Et moi, je les trouve pitoyables, à rire comme une bande de hyènes. Un seul de ce type d'événement était assez pour rendre quelqu'un totalement fou. Je me suis levé et j'ai quitté la pièce, totalement désespéré. Je devais me changer les idées. Je savais que mon oncle, dans sa poche, avait un paquet de cigarettes. Je suis sûr que il pourra s'en passer d'une, si je la prends. J'entendais tous les adultes chanter dans la pièce à vivre, donc je suis allé rapidement dans la cuisine, pour fumer rapidement. Je suis sûr que personne ne va le remarquer.
Il y avait une petite odeur dans l'air qui m'a titillé le nez, mais j'ai décidé de ne pas y prêter attention. Mes petits cousins étaient déjà dans la cuisine, ils m'ont jeté un regard quand je suis rentré, mais leur regard c'est comme s'ils avaient fait quelque chose, comme s'ils avaient fait une bêtise. Ils avaient sûrement peur que je les attrape pendant l'acte. J'ai mis la cigarette entre mes lèvres, j'ai mis ma tête à travers la fenêtre et j'ai allumé le briquet. Là soudainement, une traînée de flammes est apparue. Il y avait le gaz qui avait été activé dans la cuisine. Rapidement il y a eu une explosion et la maison était tombée en flammes. J'entendais des cris, des pleurs, je sentais la chair brûler et je ressentais également une chaleur intense qui indiquait qu'on était tous en train d'être consumés dans ce brasier. J'ai fermé les yeux et dans un soupir d'apaisement, je me suis laissé aller. Je me suis dit jusqu'à l'année prochaine, quand j'aurai 14 ans encore, 14 ans à jamais, encore et encore. Mesdames et messieurs, cette histoire s'arrête ici. C'est une histoire particulière parce qu'en gros le truc à comprendre avec la fin de cette histoire, c'est qu'en fait la personne qui raconte l'histoire est une personne décédée. Et en fait ce qu'elle nous dit c'est que elle revit sans cesse son décès. La journée de son 14e anniversaire, elle la revit encore et encore pendant l'éternité. Et c'est sûr que si cette journée-là c'est une journée bien pourrie, ça doit pas être le truc le plus agréable à revivre. On en a fini pour ces histoires. Sur la dernière, j'avais pas forcément grand chose à dire, donc je vous propose qu'on débriefe de tout ça en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill. Alors, vous avez aimé? Moi je trouve que c'est des histoires intéressantes. J'ai bien aimé l'aspect de la dernière histoire où c'est le fantôme qui raconte son histoire. Sinon je pense que si je devais choisir mon histoire préférée, ce serait la première. Parce que moi j'adore, par exemple dans les films, quand t'as ces moments un peu de révélation où tu te dis « Ah ok, il se passe ça parce qu'en fait il y a ça ». Et du coup tu comprends dans l'histoire que le fameux Harry, l'ami imaginaire, n'est pas du tout un ami imaginaire, c'est juste un fantôme qui traîne autour de la petite Christine. Et ça j'aime beaucoup parce qu'avec la révélation, tu comprends beaucoup plus l'histoire. Sinon ce sont des histoires plutôt intéressantes, c'est pas des histoires de fantômes habituelles, comme on a pu voir sur la chaîne, où un fantôme il fait bouger des objets, il fait bouger des gens, etc. etc. Ça reste plus soft, ça reste plus romancé. Donc si on devait se dire est-ce que ces histoires sont vraies ou fausses, je dirais qu'elles sont sûrement en majorité fausses. De 1, sur la dernière histoire, c'est rare qu'on ait un témoignage de fantôme. Sur la deuxième, il y a quand même des questions qui se posent. Et sur la première, c'est celle-là, on va dire, où tu peux le plus avoir de doutes parce que tu pourrais te dire que la jeune fille s'est fait tout simplement enlever par un adulte. C'est possible. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour moi c'était un plaisir de vous raconter ces histoires. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aiken. Salut!